Le secteur de l'immobilier en est un qui a vécu beaucoup de changements en raison de la technologie. Jean Limoges a été témoin de tout ça dans les 40 dernières années. Il a connu l'immobilier en temps de crise économique jusqu'aux grands changements avec Internet et le cellulaire. C'est un homme d'expérience qui a démarré son entreprise, qui a racheté plusieurs entreprises pour finir par se concentrer sur l'immobilier. On va écouter son témoignage. Donc, avec Jean Limoges, courtier immobilier avec Royal Lepage Limoges, mais aussi président, directeur d'agence. Beaucoup de chapeaux pour Jean Limoges. Effectivement, maintenant, on en gère assez large, oui. Fait que, Jean, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de l'immobilier? Je vous dirais que cette année, ça va faire 40 ans que je vais être courtier immobilier. 40 ans, donc 40 ans. pratiquement ta carrière professionnelle a été dans ce milieu-là. Je vous dirais qu'au-dessus de 80 effectivement, oui, j'ai pas fait beaucoup d'autres choses que l'immobilier. Qu'est-ce qui vous a incité à aller dans ce domaine-là? Parce que c'est de famille dans votre cas, là. Effectivement, c'est de famille. Moi, quand j'ai décidé d'aller aux études, ma profession première était comptable. Okay. Donc, j'ai suivi mon cours de comptable. Et lorsque je suis sorti de l'école, je suis allé rencontrer mon père, puis je lui ai dit, je ne serai jamais comptable. Alors, il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je voudrais faire de la vente. Et c'est là que je me suis lancé dans la vente de propriété. Puis, à ce moment-là, c'était complètement différent là, de ce qu'on connaît aujourd'hui. On va pouvoir y revenir. Comment ça s'est passé, tes débuts dans l'immobilier? Moi, quand je suis rentré dans l'immobilier, on était en période de crise. Okay. Donc, on parle des années 78, 79, 80. Alors, on était en période de crise, ce qui a fait que j'ai travaillé dans l'immobilier l'équivalent d'à peu près 1 an et demi. Okay. Au bout d'1 an et demi, on s'est rendu compte, bon, le marché n'était pas là. Alors, j'ai réorienté ma carrière pendant plusieurs années. Je me suis acheté un commerce en alimentation à l'âge de 20 ans. Que j'ai géré et que j'ai eu pendant 8 ans. OK. Quand même. À partir de ce commerce d'alimentation-là, c'est un peu par des circonstances qui m'ont poussé à revenir dans l'immobilier, parce qu'évidemment, tu as une clientèle, la clientèle est récurrente, on discute, tout le monde me demandait qu'est-ce que tu faisais avant, c'est quoi tes formations, et là, je leur disais, j'étais dans l'immobilier, j'étais courtier en immeuble, j'avais gardé ma licence. Et en 1984, j'ai décidé de recommencer l'immobilier. Alors, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, j'aimerais refaire de l'immobilier, mais étant donné qu'on n'était pas dans la même ville, puis le système de franchise en ce temps-là, ça n'existait pas. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais me partir à mon compte à Amos. Mon père avait un bureau à Val-d'Or. Okay. Et j'ai ouvert mon propre bureau en 1984 à Amos. Comment ça s'est passé, les débuts là-dedans? Parce que tu commences à être connu avec ton commerce en alimentation, ces choses-là, mais il faut quand même se bâtir une réputation. Effectivement. Et disons que venant d'une famille d'entrepreneurs, j'ai continué à acheter des entreprises. Alors, j'ai parti mon bureau immobilier tranquillement, pas vite. J'ai engagé des personnes, j'ai acheté d'autres entreprises qui faisaient par le fait même que toutes ces entreprises-là, je devais rencontrer du monde qui s'intéressaient eux aussi à l'immobilier. De fil en aiguille, je me suis retrouvé assez rapidement avec 3 entreprises qui fonctionnaient bien. Jusqu'en 1988, où j'ai dû prendre une décision, dire, ben maintenant que mon bureau d'immeuble fonctionne très, très bien, j'ai décidé de vendre mes autres entreprises et de me consacrer à temps plein seulement et uniquement à l'immobilier. Est-ce que la décision a été déchirante? Non. Non, la décision n'a pas été déchirante. L'économie recommençait à reprendre. J'avais engagé des courtiers et j'étais en train de restructurer. Non, la décision n'a pas été difficile à prendre. Jamais très agréable, évidemment, mais il faut faire des choix. Et à ce moment-là, ben, avec 3 entreprises, je commençais à avoir des enfants. Et les 3 entreprises étaient des entreprises 7 jours sur 7, très demandantes,
Fait que non, le choix n'a pas été tellement difficile à faire. Quand on a 4 entreprises comme ça, là, parce qu'on parle du bureau d'immobilier, les 3 autres, C'est ça. à l'époque, les outils pour se démarrer en entreprise n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Quelles portes à quelle porte tu as cogné en premier pour pouvoir valider tout ça, pour pouvoir aller de l'avant, développer tes projets d'entreprise? Ben écoutez, des fois, on est forcé à faire des choix, on est forcé à faire des choses qu'on doit apprendre de nous-mêmes. OK. C'est peut-être plus vraiment le cas aujourd'hui, ça pourrait arriver, mais moi, quand j'ai fait ce choix-là, on n'avait pas tellement de formation. Évidemment, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas rien d'instantané. Fait qu'on avait beaucoup de temps. Avec toute la technologie d'aujourd'hui, on a moins de temps qu'on avait dans le temps. Ouais. On avait beaucoup de temps à consacrer à nos clients, à monter nos dossiers, à avoir le temps de se structurer. Et j'avais quand même l'avantage d'avoir un cours en comptabilité. Donc, ça C'est m'a vrai. permis aussi de bien me structurer. Et évidemment, j'avais quand même un mentor. Mon père a toujours très bien réussi dans la vente, était un très, très bon vendeur. Alors, c'est sûr qu'il était quand même une source là, de référencement, à un tel point qu'à un moment donné, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, la technologie rentrait à ce moment-là, les fax et ces choses-là. Et je lui ai proposé de dire, ben écoute, j'aimerais ça qu'on crée une société, toutes les deux. Tu pourras garder ton bureau, je pourrais garder le mien, en fait, un début de franchise. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a créé Limoges et Limoges, qui avait un bureau, moi, à Amos, mon père à Val-d'Or. Et de fil en aiguille, évidemment, on est une famille d'immobilier, alors mes frères et mes sœurs, qui sortaient des études, voyaient que dans lequel ils avaient étudié n'était pas très confortable. Alors, mon frère en informatique est venu nous rejoindre dans l'immobilier. Ma sœur, qui était photographe, est venue nous rejoindre dans l'immobilier. La dernière de la famille, qui est Annie, qui elle aussi avait étudié, parce que c'était la grosse mode à ce moment-là en informatique, est venue nous rejoindre. Alors, on s'est retrouvés accidentellement, presque tous dans l'immobilier. Mon frère, avec qui j'avais acheté une entreprise, puis qu'on avait vendu, lui aussi se voyait sans travail, alors il s'est formé en immobilier. Alors, la famille s'est comme séparée en deux. Moi, j'avais un de mes frères, une de mes sœurs qui travaillait avec moi à Amos, et mon père avait un frère et une sœur, des enfants qui travaillaient à Val-d'Or. Et les deux entreprises se sont mis à grandir, chacun de leur bord, avec le même nom, jusqu'à temps que je propose à mon père d'acheter l'entreprise de mon père pour fusionner tout ça. Et mon père était rendu, évidemment, près de sa retraite. Ouais. Alors, on a créé une compagnie pour acheter nos propres bureaux en immobilier. C'est comment travailler avec sa famille? Parce on entend souvent des histoires qu'il y en a qui ne voudraient pas le faire, tout ça. Vous, visiblement, ça a super bien fonctionné. Mais c'est comment travailler avec sa famille? C'est agréable parce que d'un côté, tu connais évidemment les forces et les faiblesses d'un et de l'autre. Tu peux évidemment aussi te fier sur ta famille. C'est assez rare que tu vas te faire jouer des tours ou te faire voler par ta propre famille. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sécurisant. Il y a évidemment des difficultés parce que on doit faire des gestes, on doit porter des décisions qui ne sont pas toujours faciles parce qu'évidemment, on a la famille avec laquelle on prend ces décisions-là. Ouais. Et en cours de route, bien évidemment, la vie étant fait ainsi, d'autres cheminent vers d'autres directions. Et de fil en aiguille, j'ai dû racheter mes frères et mes sœurs qui, eux, après un certain temps, voulaient se réorienter, n'aimant peut-être moins l'immobilier que moi. Pour finalement, aujourd'hui, je gère l'entreprise avec ma sœur Annie, qui opère le bureau à Val-d'Or. Et maintenant, ma fille est venue me rejoindre au bureau de Rouyn-Noranda. Donc là, Royal Lepage Limoges est rendu à la 3e génération.
Oui. C'est vraiment Oui, on intéressant. envisage dans les semaines qui suivent. D'ailleurs, on a un CA où, pour la première fois, ma fille va s'intégrer au CA puis regarder comment on va avoir une pérennité dans cette entreprise-là. Et on se dit toujours, comme entrepreneur, que ça n'arrivera pas. On souhaite évidemment que ça l'arrive, mais on regarde la vie et on pense que ça n'arrivera pas. Et quand ça l'arrive, ben ça fait chaud au cœur de voir que ça l'arrive. Dans tout le processus là-dedans, là, on t'en a parlé de décisions difficiles, des choses comme ça. Y a-t-il une situation de laquelle tu as appris davantage que d'autres? Euh, Moi, j'ai appris, étant très jeune, deux choses. À un certain moment donné, dans une de mes entreprises, quelqu'un voulait me donner un conseil. Et quand on est jeune, souvent, on veut pas écouter les conseils. Alors, cette personne-là, avec beaucoup de sagesse, me dit, Jean, prends le temps d'écouter le conseil, tu feras ce que tu voudras avec. OK. Alors, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai retenu le conseil? Je me souviens pas. Mais ce que je me souviens, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit avant de me donner le conseil. Et à partir de là, j'ai toujours accepté d'écouter quelqu'un. Et c'est à moi, après, de faire qu'est-ce qu'il faut faire avec. Est-ce que je dois le laisser, pas le laisser? Est-ce que je peux mûrir l'idée ou le conseil? À partir de ça, j'ai toujours écouté les conseils de tout le monde. Est-ce que je les ai toujours appliqués? C'est une autre histoire. Ça, c'était une leçon qui m'a été grandement appréciable. La deuxième des choses que j'ai appris aussi très jeune, il faut rester modeste. OK? Peu importe ton poste dans l'entreprise, il faut rester modeste. Toujours se souvenir de où on a commencé. Et je me souviendrai toujours, mon père, étant aussi un entrepreneur, avait des chaînes de magasins OK. jusqu'en Nouvelle-Écosse. Alors, je commençais à mes 18 ans, là, à l'aube de mes 18 ans, et je voulais vivre une période sans aller aux études, un peu délinquant. Et je dis à mon père, Papa, je veux aller travailler dans tes magasins en Nouvelle-Écosse. C'est peut-être plus l'aventure que d'aller travailler. Alors, moi, je pars avec ma voiture, j'arrive en Nouvelle-Écosse, je m'en vais voir le directeur du magasin. Et je lui dis, Monsieur Saint-Amand, je viens travailler, et je connaissais Monsieur Saint-Amand, je viens travailler au magasin. Fait que, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il me dit, on est en Nouvelle-Écosse, sweep the floor. Laver le plancher. Je m'excuse. Est-ce que vous me dites là, qu'il faut que je nettoie le plancher? Il dit oui. C'est parce que je suis le fils du président. Il dit, tu commences par là. Alors, c'est là la modestie. Et ça a été probablement très bon pour moi parce que tout le long dans ma vie et encore aujourd'hui, dans mes entreprises, tous mes employés sont sur le même pied d'égalité. OK. Peu importe l'employé, ce qu'il fait, j'apprécie énormément. J'ai des très gros vendeurs, des très bons vendeurs, des très bonnes personnes. Mais mon entreprise, elle est quand même basée sur mes secrétaires, mes adjointes. Ici, on a le plaisir de ne pas avoir une femme de ménage, c'est un homme de ménage. Il s'appelle Simon. Et des fois, j'arrive le matin, puis Simon est en train de faire le ménage. Je vais m'arrêter à placoter avec lui, serrer la main, donner une table dans le dos. As-tu besoin de quelque chose, des conseils? Simon, je l'adore. Parce que si mon bureau n'est pas propre le matin, je ne serais pas heureux. Les clients vont se demander qu'est-ce qui se passe. Ouais. Alors, une des bases de mon entreprise est Simon. Je lui dois autant respect que n'importe quel autre. Parce qu'il aide à l'image que tu veux dégager. C'est un employé. Le titre de l'employé ne donne pas la valeur de l'employé. Et j'ai toujours regardé ça. Et j'adore tous mes employés comme un père de famille sur le même pied d'égalité. Vous ne me ferez pas d'évaluer une secrétaire ou un adjoint. Je vais faire l'inverse. Je vais éclairer celui qui va manquer de respect à mes employés. Alors, et j'opère encore de même et j'ai encore l'intention d'opérer de cette façon.
Au fil du temps, le milieu de l'immobilier, on l'a déjà abordé depuis tantôt, le secteur a énormément changé. Effectivement. Avec la technologie qui s'est imposée, on peut le dire comme Oui. ça, hein? Comment on s'ajuste au changement dans tout ça? Bien, écoutez, c'est sûr que on n'a pas le choix de s'ajuster, sinon on sort du marché. Et il faut surtout pas regarder le changement comme étant une chose qu'on peut éviter ou qu'on ne voudrait pas appliquer. Et ça aussi, je l'ai appris au fil des années. Fait que je suis un des premiers qui s'adapte. Et il faut le faire. La jeunesse nous l'impose. Le rythme de vie et de l'entreprise nous l'impose. Mais à chaque matin, on a un choix. Hein? On accepte ou on n'accepte pas. Je crois, sincèrement, que si je me lève le matin en refusant d'accepter les changements, ma journée risque d'être beaucoup plus difficile que lorsque je me lève, puis je sais que je devrais faire un changement dans cette journée-là. Je l'accepte, puis ça va bien à ce niveau-là. Je suis les formations. Je ne vous dis pas que je suis aussi efficace que les jeunes, mais je refuse aucune technologie. Des fois, je suis un petit peu plus réticent. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais immanquablement, je fais le choix de m'en aller où il faut aller. Puis on arrive au même résultat, des fois un petit peu moins vite, mais des fois on se rend compte qu'on aurait dû l'appliquer un petit peu avant. Juste pour imager, là, pour les gens qui nous écoutent, un changement vraiment qui a été majeur pour vous, ça a été l'Internet. Parce que d'avant, l'afficher les maisons, vous faisiez le tour des bureaux pour donner ce qu'il y avait à vendre. Maintenant, là, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne, là. Oui, c'est plus vraiment de la même manière, mais je vous dirais pas que c'est Internet le plus gros des changements. OK? Je ne crois pas que c'est Internet. Je crois que c'est toute la technologie mise ensemble, là. Moi, je crois que le plus gros changement qu'on vit présentement, c'est d'être instantané. Le cellulaire. Le changement d'Internet s'est fait progressivement avec la technologie, les ordinateurs, les documents qu'on peut sortir beaucoup plus rapidement. Ça, je pense qu'on l'a suivi sur une assez longue période. On a eu le temps de s'intégrer à Internet. Internet n'est vraiment pas un élément négatif pour nous, bien au contraire. Non. Mais le plus gros changement là, que je vous dirais, c'est le temps instantané. Il faut la réponse instantanée, il faut faire la visite instantanée. Et je crois que c'est ça le plus gros des problèmes maintenant, le plus gros changement. C'est exactement ça dans notre vie de l'immobilier. La même chose où, une petite blague en passant, un jeune homme qui demande à sa mère, « Maman, quand je mets la table, là, le cellulaire, je le mets-tu à droite ou à gauche? » OK. Juste pour vous montrer que maintenant, là, c'est ça, on est sur cellulaire en temps réel, instantané. Ça, c'est le plus gros changement que je vous dirais dans l'immobilier. Puis c'est parce qu'il faut s'adapter aussi, parce que ça change le rythme de vie aussi à ce moment-là. Là. Effectivement. Il faut avoir assez de discernement lorsqu'on est en train de souper à 6h15, de ne pas répondre aux textos, de ne pas répondre au téléphone. Et faut se discipliner. Reste que les clients ne le font pas toujours. Eux, si on ne répond pas, ils considèrent qu'on ne s'occupe pas de eux. Mais il faut à un moment donné se donner des règles de vie, des règles de fonctionnement. C'est un choix qu'on fait. On doit vivre avec cette technologie-là, mais aussi on doit se donner une règle de travail et savoir quand arrêter, quand commencer. Comment ça se vit la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de l'immobilier, dans le bureau, mais vous devez constater aussi comment ça se vit autour de vous dans les entreprises, parce que souvent, quand les gens déménagent ici, le courtier immobilier est un des premiers appelés. C'est ça. Moi, je vous dirais, présentement, et par chance, là, on touche du bois, nous, au niveau de l'immobilier, on est un peu moins touché que dans la plupart des entreprises.
C'est très rare qu'une mine va venir me chercher un courtier Ouais. ou un adjoint peut venir chercher les comptables. Par contre, alors, les entreprises en fort développement dans notre région, évidemment, ne touchent pas vraiment beaucoup notre structure. Par contre, évidemment, on est un petit peu comme tout le monde au niveau des ressources là, administratives, des secrétaires, les adjointes, les comptables. On fait beaucoup attention à ça. Présentement, on n'est pas en pénurie. On a la chance de fonctionner avec tout le personnel qu'on a besoin, plus du personnel de réserve. Alors, on a cette chance-là. Pas tout le monde. J'ai des confrères dans d'autres sphères d'activité près de l'immobilier qui n'ont pas la même chance que nous. Mais on avait, par contre, un petit peu prévu ce qui était pour arriver. Donc, on a fait en conséquence de former du personnel d'avance en réserve. Alors ça nous donne énormément de lousse et ça nous ôte un gros casse-tête. Présentement, dans tous nos bureaux, on ne vit pas ce problème-là actuellement. Parce que former du personnel de réserve, dans votre cas, c'est majeur parce qu'il y a beaucoup de détails, de normes à respecter, de choses pointues qu'il faut être prêt à faire face à ça, là. Nous, dans les agences immobilières, on a deux structures. Donc, on a du personnel de soutien qui sont salariés. Mais tous les courtiers en immeuble qui travaillent pour notre entreprise ou dans la très grande majorité des agences immobilières sont tous des travailleurs autonomes. Donc, à titre de travailleur autonome, moi, je peux prévoir qu'un va aller à la retraite. Bon. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on se prépare. J'ai des courtiers qui sont en formation pour prendre la relève. Donc, on a deux structures. À ce niveau-là, on est prêt. On a plusieurs courtiers en formation pour prendre la relève. Puis du côté administratif, bien là aussi, on a pris un petit peu la pôle. On a encore des personnes en formation et de réserve. Même en début d'année, j'étais en discussion avec ma sœur au bureau de Val-d'Or. Puis on disait, c'est le fun parce que on se trouve à avoir des réserves Oui. de personnel administratif. Donc, c'est un avantage qu'on a présentement. Donc, on est chanceux à ce niveau-là. On n'est pas en manque, on n'est pas en pénurie, on est même en réserve. C'est quoi les défis qui attendent Jean Limoges dans les prochains mois, prochaines années? Bien, je vous dirais la pérennité, le transfert d'entreprise. Forcé d'admettre que, bon, on avance dans l'âge et puis il faut commencer à préparer ça, même si à chaque matin que je me lève, je suis heureux de venir travailler au bureau. Rien ne me dit que demain matin, je ne devrais pas ralentir. On ne connaît jamais ce que la vie nous réserve. Donc, on est rendu là. Encore, moi, je me suis toujours considéré comme chanceux. S'il m'arrive quelque chose, ma sœur Annie est très bonne administratrice et capable de prendre la relève. Ma fille Mylène de même. Donc là encore, on est chanceux parce que l'entreprise pourrait facilement demain matin me survivre. L'entreprise pourrait probablement très bien se débrouiller si demain matin je déciderais d'aller vivre ailleurs. Donc, là encore, je pense qu'on est très bien structuré et je pense qu'on est très chanceux à ce niveau-là. Vous êtes un témoin de la santé économique de Rouyn-Noranda, de la région. Oui. Vous êtes très proche de ça. On en parlait au début avec la crise économique qu'il y a eu. Est-ce que tu as confiance pour l'économie régionale pour les prochaines années? Oui. J'étais en discussion hier avec des investisseurs de France, OK. Qui viennent nous rejoindre la semaine prochaine pour investir. Et eux sont très surpris de voir qu'on a une économie aussi prospère. Évidemment, nous aussi, je dois vous dire que c'est quand même, à chaque année, on pense que ça pourrait arriver. On est en affaires, donc il faut avoir une vision à long terme. Et notre vision à long terme,
elle n'est pas pessimiste. Donc, moi, je pense que ça va être plaisant. Ma vision, pour l'instant, là, est structurée sur 5 ans. Puis je pense qu'on va avoir 5 bonnes années. Après ça, écoutez, c'est pas moi qui décide les taux d'intérêt, l'économie mondiale, j'y peux pas beaucoup. Mais à court terme, très bien. Sur le moyen terme, dans les 5 prochaines années, très bien. Puis à long terme, très bien aussi. Jean, est-ce que Oui. tu te rappelles de la première maison que tu as vendue? Oui, je me rappelle de la première maison et je vous dirais que je me rappelle la plupart des maisons que j'ai vendues. Souvent, quand je rencontre un client, je ne me souviens pas de son nom, mais je peux lui dire comment était sa maison, même si ça fait 25 ans. La première transaction que j'ai faite, c'était un immeuble de 4 logements à Val-d'Or, sur la rue Saint-Jacques. Et quand j'ai eu fini la promesse d'achat, même si je venais du monde de l'immobilier, j'étais trempe à la navette. Alors, oui, même si on pense qu'on en fait, la première, ça reste toujours la première. Là, toi, avec l'expérience que tu as, Oui. là, c'est arrivé de vendre aux enfants de tes clients, tout ça. Oui, là, oui, oui. Bien, je suis souvent référé. Marie-Josée, qui est une amie, elle m'appelle, elle dit bon, j'ai vendu sa maison à Amos, j'en ai vendu une ici, elle déménageait ici. Après ça, elle m'appelle pour vendre une maison à son fils, sa fille. Fait que oui, effectivement, on est dans l'autre génération. J'espère ne pas me rendre à la 3e génération. Ça doit faire quand même une fierté à ce moment-là, parce que quelque part, c'est qu'on a fait du bon travail. Puis Oui, oui, c'est toujours. Et une personne référée, on doit le faire, ce travail-là, doublement avec application, parce que là, on est jugé. Là, oui. Donc, la personne qui m'a référé, cette personne-là, elle veut savoir si j'ai fait du bon travail. Fait que oui, c'est plus difficile de travailler avec des personnes qui nous sont référées parce qu'on est jugé à ce moment-là. On vient un peu au transfert d'entreprise parce qu'on a déjà parlé tantôt. Ça fait quoi d'avoir, de pouvoir transférer l'entreprise en partie à sa fille? Comment qu'on vit ça? C'est une grande fierté, c'est sûr, parce qu'on ne bâtit pas une entreprise pour l'avoir fermée ou l'avoir se vendre et transformer à quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est toujours une grande fierté d'être capable de transmettre notre entreprise. Parce que par la fait même, c'est des valeurs qui sont transférées. Oui. Effectivement. Parce que si tu es rendu là, c'est que ton entreprise, elle a passé le fil des années. C'est pas donné à toutes les entreprises d'être rendues à son 40e, mais l'entreprise familiale, celle que j'ai achetée, est rendue à 53 ans. Donc c'est quand même pas pire comme pérennité.